Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Darius Rochebin. Merci de nous recevoir ici à Bercy dans ces circonstances graves. La France dégradée par Standard & Poor's, c'est la plus grande agence de notation du monde. Comment est-ce que vous prenez la sanction ? Avec beaucoup de sérénité, pour une raison qui est très simple, c'est qu'on a eu 3 agences qui ont confirmé la notation de la France depuis début 2024. Moi, je prends note de la décision de Standard & Poor's, mais dans le fond, ça ne change rien à notre stratégie de rétablissement des finances publiques que nous avons engagée depuis la fin 2023, une fois qu'on est sorti de la crise du Covid et de la crise de l'inflation. Nous restons sur la même ligne de rétablissement des finances publiques et de retour sous les 3% de déficit en 27. Avec cependant ce ratage, et c'est sur cette plaie que Standard & Poor's appuie le déficit public 5,5% du PIB alors que vous attendiez 4,9%. C'est la 7e puissance économique du monde qui se trompe d'un demi-point de PIB. Vous savez très bien que pour eux, ça n'est pas sérieux. Il y a eu un accident sur les recettes en 2023. Gros accident. On reconnaît bien volontiers. En revanche, on pourrait reconnaître aussi que les prévisionnistes se sont complètement plantés sur les évaluations de croissance pour 2023-2024. Je rappelle que tout le monde disait que nous serions en récession en 2023 et que la prévision du gouvernement de 1 point de croissance en 2023 était excessivement optimiste. L'INSEE vient de confirmer que nous serions au-dessus de la prévision de croissance du gouvernement à 1,1 point de croissance. Et nous sommes... On dit molle, croissance molle, c'est le mot qu'ils utilisent. Oui, mais il reconnaît quelque chose de très plat, relativement plat. C'est toujours mieux que la récession à laquelle sont confrontés d'autres pays européens. Mais nous gardons la même dynamique et Standard & Poor's dit très clairement que les réformes économiques qui ont été engagées devraient nous permettre d'avoir une croissance encore plus forte en 2025 et en 2026. En revanche, il insiste sur un point qui me paraît important, c'est la fragmentation de la vie politique. En disant la politique économique du gouvernement donne des résultats, la croissance est dynamique, les emplois sont là, mais il y a une fragmentation de la vie politique Vous voulez dire qui empêche que ce serait pire avec d'autres ? Non, ça veut dire tout simplement que si on était capable de se rassembler et de tirer les leçons de cette notation pour se dire dans le fond, plutôt que de se renvoyer des critiques à la figure, on se met autour de la table. Tous ceux qui croient dans le rétablissement des finances publiques. Il y en a qui s'en soucient comme d'une guigne de la dette et des déficits. Mais tous ceux qui y accordent de l'importance, je pense par exemple aux Républicains, si nous étions capables de nous mettre autour d'une table, comme je leur propose, pour regarder ensemble les économies à faire pour 2025, on gagnerait en crédibilité et on gagnerait en efficacité. C'est vous qui n'en avez pas voulu, vous n'avez pas voulu prendre le risque du projet de loi de finances rectificative devant le Parlement. Pas une discussion informelle, un vrai vote du Parlement. C'est vous qui avez reculé, c'est vous qui avez eu peur. Je crois que j'avais pris une position assez différente sur le sujet. On vous a forcé la décision a été prise, maintenant il faut l'appliquer. Ce qui compte, c'est le budget pour 2025. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024 ? J'ai fait des propositions d'économie. Les Républicains, 125 milliards d'euros de propositions de dépenses supplémentaires. LFI, 250 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Le Rassemblement national, un programme marxiste digne de 1981 avec des dizaines de milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Donc je dis tout simplement à ceux qui pensent, comme moi, que le rétablissement des finances publiques est une priorité absolue, que nous devons tenir le cap des 3% de déficit en 2027 et désendetter le pays. Venez travailler avec moi, venez regarder les propositions d'économie et tout ce qui sera judicieux, juste et efficace, je suis prêt à le considérer. On reparlera politique, mais d'abord l'économie pure, pas seulement le passé, l'avenir, l'inquiétude profonde exprimée par l'agence. Les finances publiques sont soumises à l'incertitude. Vous savez bien que ce mot incertitude, sur les marchés, c'est le mot qui handicape. Il y a une certitude, les incertitudes, aujourd'hui, elles sont géopolitiques. Les seules vraies incertitudes sont géopolitiques. Qu'est-ce qui va se passer en Ukraine ? Oui, mais il n'y a pas d'incertitude sur ma détermination. Il peut même y avoir une certitude totale que j'ai prouvée au cours des années passées et que je viens de prouver dans les mois passés sur ma détermination à rétablir les finances publiques. C'est pas simple de dire aux Français, et c'est courageux, que nous allons sortir des boucliers tarifaires sur l'électricité et sur le gaz pour revenir à la normale. Je l'ai fait. C'est pas facile, c'est courageux de dire aux Français qu'on va faire 20 milliards d'euros d'économies en 2024. Je l'ai fait. C'est pas facile, c'est courageux de dire à nos compatriotes, ça fait 14 ans qu'on n'a pas touché à la franchise sur les médicaments, on va la passer de 50 centimes à 1 euro tout en protégeant les affections de longue durée. Donc je pense avoir apporté la preuve de ma détermination à rétablir les finances publiques. Ça doit être considéré comme une certitude par les agences et par les marchés. Cela suffira-t-il ? Le constat qui est terrible sur la tendance lourde, la France, pays le plus endetté de la zone euro,
en proportion du PIB après la Grèce et l'Italie. Souvenez-vous, les pays du Sud, on disait, regardez, les cigales du Sud, la France est maintenant dans les cigales du Sud. Il y a deux choses différentes. Il y a la réaction qu'on apporte à une crise, le Covid, qui était la crise la plus grave depuis 1929. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a fait 15 points de dette supplémentaire, mais qu'au bout du compte, on a retrouvé très vite la croissance, le plus vite de tous les pays de la zone euro. On a recréé des emplois, le chômage baisse, on a réindustrialisé, on a retrouvé de la croissance économique. Pendant la crise financière de 2008, il y a eu 25 points de dette supplémentaire, mais à la sortie, plus de chômage et moins de croissance. Donc notre stratégie économique et de finances publiques a été la bonne. On a payé, maintenant, on a bien protégé, sauvé l'économie, il faut rembourser et nous le faisons. Et puis il y a ce qui a été fait. Parlons de ce qui va venir maintenant, s'il vous plaît. Juste peut-être pour terminer sur la dette, parce que c'est important, il y a la tendance de plus long terme qui montre que depuis 1975, la France n'a jamais eu de budget à l'équilibre. C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce que la France se singularise dans la zone euro par des niveaux de dette et de déficit qui sont structurellement plus élevés? Parlons-en, monsieur le ministre. Eh bien, à cela, il faudra répondre. Vraiment de cap. C'est-à-dire, vous avez parlé pour l'instant d'économie un peu au rabot, générale. Quel est le pas de plus? Où est-ce qu'il faudra tailler vraiment de manière plus audacieuse? D'abord, il faut réaliser les économies que nous avons décidées. Sur l'électricité, sur le gaz, je l'ai déjà indiqué. J'ai indiqué qu'on allait réduire l'aide publique au développement. Il y a un certain nombre de mesures qui ont déjà été prises. Il faut les réaliser et tenir bon avec fermeté et donner cette certitude à nos compatriotes que la barre est tenue. Et je leur donne cette certitude, la barre pour 2024 des économies sera tenue. Y compris les tabous, y compris la santé par exemple? On l'a fait. Ça n'a pas été facile, vous savez, de dire aux Français qu'on allait doubler la franchise sur les médicaments. Je l'ai fait. Je pense qu'il n'y a pas de tabou. Le seul tabou, c'est ce qui pourrait abîmer notre croissance, abîmer notre prospérité. Ça, je pense que c'est une mauvaise idée. Et le deuxième tabou, c'est les impôts. Parce que quand on commence à trouver la solution des impôts, en général, on oublie la solution de la dépense publique. Les impôts, c'est la facilité. La réduction de la dépense, c'est le courage. Je préfère le courage à la facilité. Et après, il faut effectivement... Schäuble disait les dettes, et Dieu sait s'il y a des dettes, on est à combien de milliards de dettes? 3 000 milliards? Plus de 3 000 milliards? On est à 112%, un peu moins, 111, là ça a été révisé à 109%, pour être tout à fait exact, de dette publique. Schäuble disait les dettes, ce sont les impôts que paieront plus tard les citoyens. Bien sûr. Plus tard, c'est quand? Mais c'est bien pour ça qu'il faut réduire la dette en baissant les déficits, en ayant de la croissance, et en engageant des réformes de structure. C'est les 3 points de notre stratégie. Quand est-ce que ces impôts arriveront? Mais jamais. Moi, je ne compte pas augmenter les impôts des Français. Jamais. Je le redis avec beaucoup de fermeté. Nous n'augmenterons pas les impôts sur nos compatriotes. Et je le redis, d'abord, ce ne serait pas juste, parce que le taux d'imposition est déjà très élevé. En deuxième lieu, ce ne serait pas efficace, parce qu'évidemment, ça toucherait la consommation, qui est un des moteurs de la croissance. Et en troisième lieu, ça finit toujours par désespérer nos compatriotes de se dire qu'on a choisi cette solution de facilité au lieu de retirer les dépenses qui sont inutiles et inefficaces. Vous m'interrogez sur les mesures de structure. Éric Woerth vient de sortir un rapport intéressant sur l'organisation administrative de notre pays. On voit bien que ce millefeuille de complexité administrative, de couches, de réglementation avec le département, la région, les communes, les métropoles, les communautés de communes, tout ça a un coût et qu'il faut le simplifier. Je pense même qu'il faut aller encore beaucoup plus loin que ce que propose Éric Woerth dans la simplification du millefeuille administratif. Mais voilà des réformes sur lesquelles nous pouvons nous engager dans les années à venir pour pas simplement couper dans la dépense publique, mais réformer en profondeur le modèle français. Vous avez parlé de 2 tabous, impôts, santé. Impôts, donc vous dites pas d'augmentation d'impôts jusqu'à la fin du quinquennat, jusqu'en 2027? Je confirme, pas d'augmentation d'impôts sur les Français d'ici 2027. Je pense que quand vous prenez cette voie de facilité, ça désespère nos compatriotes. Et puis, ça empêche d'avoir le courage de réduire la dépense publique là où on peut et où on doit la réduire. Second tabou, la santé. C'était le 30 mai, avant-hier. C'est pas un constat d'il y a 2 mois ou 2 ans. Le déficit, ce dérapage de la sécurité sociale de 6 milliards. 6 milliards. Est-ce que, parce qu'évidemment c'est la chose la plus sensible, ça touche vraiment à la personne, est-ce que même dans ce domaine-là, il faut assumer que la France puisse être moins sociale? Il ne s'agit pas d'être plus ou moins social. Oui, s'il faut réduire les dépenses de santé, oui, c'est moins social. Non, je ne crois pas du tout, Darius Rochebin. Je pense qu'il faut aider ceux qui en ont besoin. Et qu'il faut arrêter de dépenser pour des personnes qui n'en ont pas nécessairement besoin. Qui n'en a pas besoin? Quand je
prends l'exemple de la franchise sur les médicaments. Je pense que c'est une décision responsable. Ceux qui ont besoin de beaucoup de médicaments, c'est qui? C'est ceux qui sont confrontés à un cancer, à la maladie d'Alzheimer, à des affections de longue durée, ceux qui n'ont pas d'autre choix que de se soigner régulièrement. Mais la consommation excessive de médicaments, elle n'est pas justifiée. Donc, prendre les décisions que nous avons eu le courage de prendre, qui représentent 1 milliard d'euros d'économie. On augmente la franchise sur les médicaments pour arrêter de trop consommer de médicaments. Mais on préserve la situation de ceux qui sont confrontés à la maladie de longue durée. C'est à la fois juste du point de vue social et efficace du point de vue des finances publiques. Et c'est dans cette voie-là qu'il faut continuer à avancer, dans cette voie-là que nous allons travailler avec Catherine Vautrin, que je remercie au passage parce qu'elle fait un énorme travail pour essayer de voir où la dépense peut être la plus efficace et où elle peut être diminuée. La gravité de l'endettement. Édouard Philippe, votre ami, qui déclare sur notre antenne il y a quelques jours, nous nous mettons à la merci de gens qui ne nous veulent pas forcément du bien et dont nous serons les débiteurs. Est-ce que cet énorme boulet de la dette que d'autres possèdent, pas seulement la France, est-ce que ça diminue la souveraineté de la France? Ça serait le cas si nous laissions filer les comptes. C'est le cas. Non, non, nous ne laissons pas filer les comptes. Nous avons eu un accident sur les recettes, nous avons engagé le rétablissement, nous avons une stratégie qui, je le redis, est claire et cohérente, de la croissance, des réformes de structure comme l'indemnisation du chômage ou la simplification de la vie de nos compatriotes et la réduction des dépenses, y compris des dépenses structurelles, comme je vous l'ai indiqué. Donc, Édouard Philippe dit certains des débiteurs ne nous veulent pas du bien. Il y a des débiteurs. Bien sûr. Cette dette, elle est possédée. Mais par qui est-ce qu'elle est possédée, cette dette? Elle est possédée à un quart par la Banque Centrale Européenne, un quart par des créanciers européens, un quart par des créanciers français et un quart seulement par des créanciers d'autres pays hors de la zone euro et hors de l'Union européenne. Donc nous ne sommes pas, oui, mais nous ne sommes pas dans la main des puissances étrangères. Ne jouons pas avec ses peurs ou avec ses fantasmes. Et je veille à ce que la dette française puisse être détenue par des acteurs qui soient français, européens, la Banque Centrale Européenne, et à ce que l'équilibre global soit maintenu. Je précise également que nous n'avons aucune difficulté à financer notre dette. La France n'a pas de problème à se financer. La signature reste forte. On est en double A. C'est donc une signature qui correspond à peu près à un 17 sur 20. Il y a 23 crans, hein, donc on est encore très loin des derniers crans. Ne jouons pas là non plus avec les peurs des Français. Et quand, il y a quelques jours, je lève 4 milliards d'euros de dette sur le marché, il y a eu 40 milliards d'euros de demande, 10 fois plus. Le taux est à 3,1, il reste raisonnable. On va être tout à fait précis pour rassurer nos compatriotes. Et l'écart de taux avec l'Allemagne, qui est la référence dans la zone euro, il reste limité de l'ordre de 50 points de base. Il est de 70 points de base pour l'Espagne et de plus de 125 points de base pour l'Italie. Oui, donc vous voyez que les conditions de financement de la dette restent solides. Un peu comme disait Chateaubriand, peut-être, mais le coût est là, le coût est tellement rude. Souvenez-vous, 2012, les conséquences politiques, vous étiez déjà là, toujours là, les conséquences politiques à l'époque. Est-ce que vous allez payer dans les urnes, là, le 9 juin, ce qui est en train de se passer? Je ne crois pas. Je pense que les Français font la différence entre les sujets que nous venons d'évoquer. La croissance, la stratégie économique, elle donne des résultats. Enfin, je rappelle juste qu'on vient de créer 2 millions d'emplois, qu'on ouvre des usines, qu'on est le pays le plus attractif pour les investissements étrangers en Europe. Donc la France est attractive. Deuxième sujet, est-ce que la France... De moins en moins. Non, de plus en plus. Non, pardon, de plus en plus. Mais non, Standard & Poor's dit exactement le contraire. Il dit la stratégie économique est la bonne, le pays est attractif, mais il y a un problème de fragmentation politique qui rend incertain le rétablissement des finances. C'est ce problème-là que je veux traiter. Oui, l'incertitude de la fragmentation politique. C'est bien pour ça que je dis, mais faisons œuvre utile. Servons-nous de ce levier de la décision pour nous rassembler, accélérer sur les économies, le rétablissement des finances publiques et être plus nombreux à défendre le rétablissement des finances publiques et les économies. Monsieur le ministre, mettez-vous à la place des électrices et des électeurs. Ça fait des mois que vous leur dites, nous sommes les gens sérieux, les LFI et les RN sont des nuls en économie. Là, le cercle de la raison, on prend un sacré coup. Vous en prenez un coup. Mais nous restons sérieux, je vous rassure. Je ne suis pas tout d'un coup devenu une espèce de clown qui ferait n'importe quoi à la tête du ministère de l'économie et des finances. Le sérieux est ma marque de fabrique. Nous avons eu un accident sur les recettes, je le reconnais bien volontiers. De 20 milliards. Mais pour le reste, j'ai promis aux Français des choses que j'ai tenues.
Je leur ai dit, je vais vous sauver votre économie pendant le Covid. Je l'ai fait. Et si aujourd'hui, les usines n'ont pas fermé, les restaurants n'ont pas fermé, les hôtelleries n'ont pas fermé, des pans entiers de notre économie n'ont pas fermé, c'est parce que j'ai pris les bonnes décisions, au bon moment. Qui aurait fait mieux, Darius Rochbar? Ça, c'est le passé. Deuxième chose, mais le passé, ça compte dans la crédibilité. Sur l'inflation, j'ai promis aux Français que cette crise inflationniste, ils ne revivraient pas les années 70. Elle avait duré 10 ans. Elle a duré 2 ans. J'ai dit début 2024, on reviendra à 2% d'inflation. On en est à combien aujourd'hui? 2%. Voilà ma crédibilité. En troisième lieu, Darius Rochbar. Si sûr de vous, monsieur le ministre. Mais je ne suis pas sûr de moi. Je dis juste. Vous avez l'air. Je dis juste que les promesses que je fais aux Français, je les tiens. Je leur ai dit en troisième lieu. On vous dit la récession en 23, vous aurez de la croissance. Il y a eu quoi? De la récession ou de la croissance? Il y a eu de la croissance. Donc il reste un dernier sujet. Par rapport à toutes ces promesses qui ont été tenues, sauver l'économie, se débarrasser de l'inflation, retrouver de la croissance et le plein emploi. On est sur ces 3 volets dans la bonne direction. Voilà l'élément global. Il reste le sujet finances publiques. Il reste le sujet finances publiques. Je dis juste au Parlement, aidez-moi. J'ai fait des économies, vous les avez critiquées. Je suis sorti du bouclier tarifaire sur l'électricité pour économiser 5 milliards d'euros. Vous avez tous critiqué cette décision. Eh bien, au lieu de critiquer, venez aider. Quand on va vraiment devant le Parlement, on y va avec le risque. Je le rappelle, vous avez refusé le risque du projet de loi de finances rectificative. Est-ce que vous risquez d'être rattrapé ce lundi par une motion de censure? Si toutes les oppositions la votent, vous tombez. Cette motion de censure est une aberration lunaire. Vous avez la France Insoumise et le Rassemblement National qui ont chacun proposé des dizaines de milliards d'euros de dépenses supplémentaires qui auraient précipité la France, pour le coup, dans un niveau d'endettement encore beaucoup plus important que celui que nous avons aujourd'hui, qui n'ont aucune stratégie de rétablissement des finances publiques, qui viennent déposer une motion de censure sur les finances publiques. C'est lunaire. C'est peut-être lunaire. Est-ce que vous en avez peur? Non, je n'ai pas peur de ce qui est lunaire. Donc je n'ai pas peur de ces 2 motions de censure. Je fais confiance à la majorité parlementaire. Lunaire ou pas, c'est la représentation nationale. Oui, mais il arrive que la représentation nationale, je pense qu'elle l'a montré aux questions d'actualité, l'a montré à de multiples reprises. Il arrive sur les bancs de l'opposition, notamment à la France Insoumise, qu'il puisse y avoir des comportements totalement lunaires, voire révoltants par rapport à l'idée que je me fais de la démocratie. Donc déposer une motion de censure sur les finances publiques, quand on a cessé de faire des propositions pour les aggraver, c'est lunaire et par conséquent, ça n'inspire pas de crainte particulière de ma part. Monsieur le ministre, c'est un secret de polichinelle que Gabriel Attal, le Premier ministre, rencontre les députés LR pour leur dire « surtout ne votez pas la motion de censure parce que vous n'y gagneriez pas ». Actuellement, c'est le RN qui gagnerait les élections. Ça montre que vous n'êtes pas si serein. Non, ça montre que nous tendons la main. Et je crois, je le redis, que si cette décision de Standard & Poor's pouvait ouvrir les yeux du plus grand nombre de parlementaires et de représentants politiques sur la nécessité de nous rassembler en France pour faire des économies. Moi, je n'ai pas la vérité révélée sur les économies qui sont utiles, bonnes, nécessaires. Je suis prêt à discuter avec tous ceux qui, de bonne foi, veulent rétablir les finances publiques et accélérer le désendettement. Si on pouvait se rassembler, au lieu de se diviser, sur un sujet qui est dans l'intérêt supérieur de la nation, nous aurions fait utile. Est-ce que c'est vrai que si les élections avaient lieu maintenant, le RN gagnerait, comme le dit M. Attal, aux parlementaires LR? Je ne crois pas. Je pense qu'une élection n'est jamais jouée tant qu'elle n'est pas passée. Je suis un combattant. Moi, j'aime bien me battre pour mes idées, pour mes convictions, et je ne me résignerai jamais ni à ce que la France soit le pays qui envoie le plus de députés d'extrême droite au Parlement européen, ni à ce que la France tombe dans les mains du Rassemblement national. Et je veux d'ailleurs dénoncer la complaisance de beaucoup à l'égard du Rassemblement national, la complaisance de certaines élites économiques, de certaines élites politiques, qui vous disent « dans le fond, c'est pas si grave que ça ». Si, c'est grave. Si, c'est grave. Parce que, pour les seuls sujets qui me concernent, le programme économique, financier du Rassemblement national est tout simplement un programme marxiste, les patrons actuellement, de nationalisation et de dépenses extrêmes. Beaucoup de patrons, beaucoup d'acteurs économiques rencontrent M. Bardella, commencent déjà à prendre langue. Eh bien, je le regrette. L'avenir, c'est peut-être lui. Eh bien, je le regrette. Je le regrette et je dénonce cette complaisance qui, pour certains, est de la complicité, avec un programme qui est tout simplement un programme marxiste de nationalisation massive, de retour à la retraite à 60 ans et de dépenses tous azimuts. Si c'est ça qu'on veut pour le pays, je pense que
on ne fait pas un très bon chef d'entreprise. Et donc je regrette qu'un certain nombre des élites économiques puissent considérer que le programme du Rassemblement national, finalement, serait un moindre mal. Ça n'est pas un moindre mal. Ce n'est pas un moindre mal. Ce serait une véritable tragédie pour l'économie de notre pays. Monsieur le ministre, êtes-vous si bien placé pour faire la leçon? Là, quand on voit l'ampleur de la charge de la dette, on ne parle pas seulement de la dette, là, on avance. On parle de la charge de la dette, qui sera en 2027 sans doute encore plus élevée que le budget d'éducation nationale. Il est déjà au-dessus de la défense nationale. On parle de 70 milliards, 80 milliards. En réalité, ça c'est quelque chose de désastreux. Pour l'instant, nous sommes à 50 milliards, je le rappelle. Et par ailleurs, combien en 2027 il faut payer le prix de la protection. Enfin, il me semble qu'il y a 4 ans, il y a eu une crise d'une gravité extrême. Il me semble qu'il y avait un consensus national, de la part d'ailleurs de tout le monde économique, des entrepreneurs, des PME, des TPE, de tous les secteurs, de grandes entreprises comme Air France, ou comme Renault, ou comme d'autres, que j'ai sauvés. Qu'est-ce que ça serait aujourd'hui s'il n'y avait plus Air France, plus Renault, des difficultés majeures pour toutes les TPE, les PME, la filière aéronautique dont on aurait perdu toutes les compétences, tous les ingénieurs, tout le savoir-faire. Qu'est-ce qu'on dirait du travail du ministre de l'économie? Ça a eu un coût. C'est ça qui a alourdi la charge de la dette. C'est le prix du sauvetage de l'économie française. Maintenant, on va le rembourser, sérieusement, sereinement, sans exagérer ou noircir le tableau. La France a l'économie suffisamment solide pour rembourser sa dette dans de bonnes conditions, pourvu qu'on sache faire les économies qu'il faut, tenir la ligne des réformes et être capable de se rassembler. Vous faites des efforts, est-ce que le courage reste ensuite? Quand on voit ce qui est arrivé à la SNCF, où apparemment le régime des retraites est revu, et à la SNCF, ensuite, par derrière, si j'ose dire, on fait un autre régime beaucoup plus favorable. Vous êtes défié? Je ne suis pas défié, c'est tout simplement une décision qui a été prise par le président de la SNCF. Je m'en suis expliqué avec lui, je l'ai reçu. Ça vous a choqué? Il a été, d'ailleurs, Jean-Pierre Farandou, un très bon président de la SNCF. Et je lui dis, voilà, il faut financer ce projet. Ça vous a choqué? Moi, je trouve qu'en termes de méthode, il est toujours bon que la tutelle soit avertie. Et surtout, il est bon que lorsqu'on a demandé un effort aux Français, notamment sur les retraites, cet effort soit équitablement réparti, y compris pour les agents de la SNCF. Est-ce qu'il y a, beaucoup on porte le soupçon, dans une partie de l'État profond, le côté, au fond, la dette, c'est pas grave, on peut y aller, on continuera comme ça? Ils ont tort. Ils ont tort. Il faut réduire la dette parce que sinon la charge de la dette, vous l'avez parfaitement dit, pèse sur les comptes de la nation. Moi je préfère mettre de l'argent dans les universités, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les services d'urgence que dans la charge d'intérêt de la dette. C'est pas facile de désendetter, de couper dans des dépenses qui ne sont pas efficaces, de faire des transformations structurelles indispensables comme la simplification du millefeuille administratif et local pour faire des économies. Mais c'est indispensable. Parce que c'est comme ça qu'on retrouvera des marges de manœuvre. C'est quoi ma responsabilité? Je le dis avec 7 années d'expérience derrière moi. Je le dis avec l'expérience de quelqu'un qui a rétabli les comptes publics de la nation en 2017 et 2018. J'ai ramené le déficit français sous les 3%. C'est ce qui nous a permis ensuite, quand il y a eu la crise du Covid, de faire face à la crise, de protéger nos compatriotes. Et ma responsabilité des ministres des Finances maintenant, c'est de reconstituer des réserves financières pour que demain, quand il y aura une nouvelle crise, qui est inéluctable, elle sera géopolitique, ce sera une pandémie, je n'en sais rien. Mais à un moment donné, comme ça arrive tous les 10, 15 ou 20 ans, il y aura une nouvelle crise majeure qui touchera notre pays. Je veux avoir laissé des comptes en bon état pour que mon successeur puisse protéger aussi bien les Français que je l'ai fait pendant la crise du Covid et de l'inflation. Monsieur le ministre, vous avez dit pas de nouveaux impôts jusqu'en 2027. L'autre point, beaucoup attendent d'être rassurés, ce sont les épargnants. Il y a en France une grande masse d'épargne. Combien? Des milliers de milliards. Vous savez très bien que beaucoup vous soupçonnent d'avoir un œil sur ces milliers de milliards en se disant si les choses tournent vraiment mal, c'est la poire pour la soif. Est-ce que vous pouvez rassurer les gens en disant que vraiment on ne touchera jamais à cela? Jamais, enfin ce serait une idée totalement absurde d'aller piocher. Ça s'est vu dans certaines crises. Oui, mais nous ne sommes pas en situation de crise. Arrêtons d'employer ce mot matin, midi et soir. Nous avons tout simplement nos devoirs à faire. Nos devoirs, c'est, au-delà des succès économiques que nous enregistrons, rétablir sereinement et fermement les comptes publics. Il n'y a pas de crise des finances publiques. Il y a une situation des finances publiques à régler. C'est très différent. Et quant à l'idée d'aller piocher
dans les livrets A, les livrets de développement durable ou l'assurance vie des Français, je marque ma surprise pour une raison qui est simple, Darius Rochebain, c'est que l'idée ne m'est jamais venue à l'esprit. J'ai suffisamment d'attachement à l'épargne des Français pour ne jamais avoir eu cette idée dans ma tête. Monsieur le ministre, un mot encore sur vous. Évidemment, ça n'est pas que vous. Les circonstances économiques sont ce qu'elles sont. Vous l'avez rappelé, le Covid, etc. Mais il se trouve que vous êtes ministre des Finances, grand argentier. Est-ce que vous êtes personnellement sanctionné ou est-ce que vous dites je resterai jusqu'en 2027 ? Mais ce n'est pas une sanction qui est tombée. C'est une décision d'une agence. 3 autres agences, je le dis, ont pris des décisions différentes. La moitié du marché. 3 autres agences ont pris des décisions différentes. Je pense qu'il faut regarder le panorama global français, économique et financier. Notre économie réussit. C'est le plus important. Il reste des finances publiques à rétablir parce qu'on a beaucoup dépensé pour protéger et sauver cette économie. Et les deux sont liés. Vous voyez que d'autres pays européens ont fait des choix différents. Ils ont moins dépensé, ils sont passés par la case récession et ils ont eu beaucoup plus d'inflation. Moi, j'ai fait le choix, et je le revendique, de beaucoup protéger les Français, de leur éviter des taux d'inflation à 15 ou 20%. Et maintenant, évidemment, il faut rembourser et rétablir les comptes publics. On le fera aussi longtemps que ce sera nécessaire. Vous restez jusqu'en 2027 ? C'est pas moi qui décide de ça. Mais votre vœu ? Moi, mon vœu, c'est de rétablir nos finances publiques dans les meilleurs délais possibles. Et ensuite, c'est le président de la République qui décide. Merci, Bruno Le Maire. Merci à vous.